Bonjour, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'Anacofi. Au programme, actualité de rentrée et perspectives. Avec moi, 3 membres éminents de l'Anacofi. David Charlet, le président, bonjour. Bonjour. Nelson Castaneda, vous êtes administrateur Anacofi et président de la commission Girardin, bonjour. Bonjour Laurent. Et Jean-Jacques Olivier, vous êtes président d'Anacofi IMO. Bonjour. David, pour commencer, on vit une rentrée un peu particulière, ça va mieux, mais on ne sait pas si la pandémie est réellement derrière nous. Dans ce contexte, comment se sont passées vos universités d'été ? Alors, l'université d'été, enfin les universités d'été, c'est une semaine de travail des commissions et une journée publique. Donc ça s'est bien passé, on a réussi à faire travailler toutes les commissions qu'on voulait sur les différents thèmes. On est en train de préparer les synthèses et de regrouper ça dans une sorte de livre blanc. Et puis la journée publique, c'est la deuxième année seulement qu'on l'a fait. On a réussi à avoir 500 personnes qui nous ont rejoints. Donc on s'était placé comme objectif 500. Donc quand vous faites 500 badges pile, c'est qu'on n'est pas trop mal. Et je crois qu'on a fourni un événement assez sympathique. C'est l'objectif d'une université d'été, c'est de ne pas être trop pompeux, tout en pouvant présenter dans les divers ateliers et plénières justement ce qu'on avait produit dans ces commissions et les idées qu'on avait à développer en ayant des invités qui étaient plutôt de bonne facture. On a eu les régulateurs, on a eu des représentants du politique. Voilà, donc les universités d'été sont aussi bien passées qu'on l'espérait, donc tout va bien. Le Tour de France, là aussi, est-ce que vous continuez à l'adapter quand même à la situation sanitaire ? Oui, alors le Tour de France démarre. Là, on est en démarrage du Tour de France depuis quelques jours puisqu'on a attaqué la saison des salons. Donc les salons, comme nous, on habille autour des salons construits par ceux dont c'est le métier. On l'a démarré. On est obligé de faire un Tour de France plus léger. On s'en excuse auprès de nos membres. On n'a pas le choix. On ne peut pas rentrer autant de passages dans autant de villes et autant de fois. Ça ne peut pas. Il ne reste pas assez de temps. Et il y a trop d'événements des autres acteurs. Tous les acteurs professionnels de l'événement se sont repliés sur ce dernier trimestre et ont vraiment saturé l'agenda. Et c'est pareil pour toutes les marques qui font des roadshows. Donc on a essayé d'organiser un Tour de France en venant se greffer dans les semaines où c'était possible ou en complément d'autres choses. Ce qui fait que, pour se rendre compte, on va réussir à placer une dizaine ou une douzaine de villes dans lesquelles on arrivera à passer, à organiser de la formation, des petits événements locaux, des conférences entre nos membres, des choses comme ça. Ça, c'est fait. Ce que l'on va essayer de rajouter, ce qui n'est pas encore totalement stabilisé, c'est le côté digital, puisqu'on va essayer de garder... On avait organisé un Tour de France digital, si vous vous souvenez ce qu'on avait fait période de Covid. Donc ça a plutôt bien fonctionné, et donc on va rajouter quelques moments uniquement digitaux qui restent à positionner, mais qui devraient être autour de novembre et décembre, pas avant, parce qu'avant, il y a vraiment un tube de salons et d'événements qui vont nous prendre tout notre temps. Voilà. Mais on s'est équipé, on s'est aussi doté de nouveaux matériels pour pouvoir essayer de gérer cette dimension digitale et on ne s'interdira pas de faire des événements mixtes. Voilà, digital, présentiel. De France donc lancé. Justement, dans cette fin d'année très chargée où on a beaucoup de salons, est-ce que vous serez partenaire de beaucoup de ces événements ? De tous ceux qu'on a identifiés. Voilà. Donc, non, mais il y a une vraie différence de culture entre certaines organisations professionnelles qui, dans leur mécanique, décident d'aller, ou dans leur plan com, décident d'aller s'installer dans quelques événements précis pour des raisons qui leur sont propres. Et puis l'Anacofi, qui depuis le début de son histoire a dit la manière de porter le message, de diffuser son propre message vers les professionnels, mais aussi de diffuser l'image des professionnels qu'elle représente vers le grand public, c'est d'être présent sur tous les salons qui touchent à nos métiers, tous les événements de ce type-là en tout cas. Et donc nous, à la base, on commence l'année en ayant 40 événements ou salons devant nous sur notre agenda, et on va organiser en partie notre Tour de France dont on parlait précédemment autour de ça. Donc forcément, on a... c'est là que je parlais de tube, qui est un truc vraiment improbable sur cette fin d'année par rapport aux autres années. Donc oui, on a énormément d'événements externes. Le premier d'entre eux a été les Journées du courtage. C'est passé. Celui qui arrive là, c'est Patrimonia. Et puis ça va continuer. Et là, je parle des grands, mais ensuite on aura le salon de l'immobilier. Ensuite, on en est même plusieurs. Et ça va aller jusqu'au bout. Là, on a un salon sur les entreprises. Voilà. Je peux continuer comme ça longtemps, parce que je crois qu'à partir de début septembre jusqu'à fin décembre, on en avait identifié une vingtaine d'événements de cette taille-là externes. Voilà. Donc on va tous les faire. En plus, vous êtes organisateur, et notamment du grand débat.
Qu'est-ce qu'il faut attendre ? Alors on est organisateur d'événements tout en ayant décidé, puisqu'on accompagnait les autres, de rester plus raisonnable que ce qu'on a pu faire il y a une demi-douzaine d'années où on avait mis un coup d'arrêt en disant mais notre métier n'est pas d'être organisateur d'événements, c'est d'organiser le Tour de France pour nos membres, mais c'est pas de nous prendre pour des organisateurs d'événements. Ceci dit, il est resté quand même quelques grands événements. Théoriquement, la convention annuelle, qu'on a encore une fois pour cause Covid pas pu faire. Ensuite, maintenant a été créée l'université d'été, le moment public de l'université d'été. Et puis ce qui répond et ce qui clôt l'année, c'est le grand débat, ce qu'on appelle le grand débat de l'ANACOFI, le grand débat de fin d'année. Il est prévu le 14 décembre, toujours au Cercle Interallié. Là, on est sur quelque chose qui est en mode conférence. 2 grandes conférences. On aura la remise du prix des mémoires et des thèses de l'ANACOFI 2021 pendant ce moment-là. Le reste du programme n'est pas stabilisé et on accueille 200 personnes avec un cocktail de clôture de l'année. Voilà ce que c'est. Donc c'est un événement de bonne facture et de bonne taille par rapport aux événements un peu géants que peuvent être l'université d'été ou la convention. C'est vraiment l'événement de clôture. Il a un côté... comment dire, moment de passage des messages, un petit peu club politique, si je puis dire, même si ce ne sont pas que des politiques, mais même le lieu, quand même, le cercle interallié n'est pas tout à fait neutre de ce côté-là. Voilà. Des messages à faire passer ? David dit club politique, il a raison, et ça n'échappe à personne. Nous sommes en période de préélectorale, et je pense que dans ces périodes-là, pour des organisations comme les nôtres, c'est le moment de faire passer des messages forts aux différents candidats qu'on connaîtra et qu'on connaît plus ou moins. Normalement, ça sera lancé, là. Mais ce sera bien lancé. Et donc, ce sera le moment de leur envoyer des messages et voir comment ça réagit, notamment sur l'immobilier. Alors, on évoque l'immobilier, il y a aussi une grande thématique de cet après, entre guillemets, Covid, c'est l'ESG. Alors, c'est quelque chose qui date maintenant. Comment ça avance à l'ANACOFI sur ce sujet ? À l'ANACOFI, c'est une commission, qui est donc commission ESG, ça ne peut pas faire plus simple, présidée par Guillaume Lucchini, qui était venu d'ailleurs dans ce studio quand on a lancé cette commission, qui essaye de synthétiser l'ensemble des travaux et de nos actions. Ce qui ne veut pas dire qu'au conseil d'administration, où nous siégeons tous les trois, on n'a pas notre action. C'est une commission qui rend compte et ensuite on décide, et puis elle est sous un mandat du conseil d'administration. Mais on a organisé ça avec cette commission pour rassembler les principaux savoir-faire et les experts qu'on avait chez nous. Alors, du coup, on est impliqué dans des travaux qui peuvent être des consultations européennes, il y en a eu un paquet là-dessus, qui peuvent être des travaux purement nationaux. On est impliqué aussi dans des échanges dans des think tanks. Là, on a par exemple de grands travaux dans Paris Europlace. Donc, on apporte via cette commission, enfin via l'expertise qu'on trouve dans cette commission, on apporte du contenu. Évidemment, on va aussi parler des sujets d'éducation financière un peu plus tard. Il y a aussi toutes ces dimensions-là où nous, on va aussi amener... Voilà ce que fait l'ANACOFI. Et évidemment, il faut que ça se voit, il faut que les membres le voient. Alors, quel est l'élément le plus puissant de ce que l'on ait fait, outre ce que l'on va mettre dans les écrits et les documents ? Je vous rappelle quand même que là, nos membres, pour ceux qui ont plus de 3 salariés et qui sont courtiers d'assurance, ils ont l'obligation d'avoir en interne une politique ESG. Et donc là, on va très concrètement leur remettre une fiche. C'est la première fiche dans leur guide de procédure avec comment vous faites, qu'est-ce que vous devez faire. Et ça, c'est tout nouveau. Il y a à peu près personne qui, je pense, a une vraie vision. On va leur donner ça. Et puis, l'autre élément visible, c'est la formation. C'est-à-dire que nous sommes en train d'implémenter dans nos serveurs de e-learning pour commencer. Après, on verra si on arrive à le dérouler en présentiel, mais l'année est chargée. On est en train d'implémenter un module ESG qui, je crois, est d'assez bonne facture, même si un module d'une journée, on ne fera pas des experts de tout le monde, mais voilà, ça, ce sont les éléments tangibles entre le livre blanc que sort cette commission, que tout le monde peut lire, la formation, et puis ce petit complément dans les guides de procédure qu'on va donner à nos membres dans les jours à venir. Voilà ce que l'on fait, en plus de participer à toutes les réflexions où on nous invite. Nelson Jean-Jacques, je crois que vous voyagez pas mal à l'étranger, en Europe notamment, mais pas que. Comment ça se passe chez nos voisins ailleurs ? Chez nos voisins, je pense que Jean-Jacques est mieux positionné que moi pour en parler. Alors, une fois de plus, l'ESG, c'est une démarche. Et cette démarche, elle impacte 2 choses. Soit elle impacte les produits, et dans l'immobilier, on parle d'ISR, d'un ISR immobilier, etc. Ou alors, ça impacte l'entreprise, que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le RSE.
Et là, effectivement, quand vous baladez en Europe, vous avez d'un côté les pays nordiques, de l'autre côté vous avez les pays latins, et on n'est pas tout à fait sur la même démarche, parce que quand vous êtes dans les pays nordiques et que vous touchez la partie environnementale, tout ce qui va toucher sur le climat, l'économie d'énergie, etc., vous allez dans le sud, les Portugais, les Espagnols qui n'ont pas forcément le même réflexe. Donc oui, c'est une démarche globale, mais elle est à plusieurs vitesses. Ouais. Tout à l'heure, David parlait de formation, moi je parlerai d'éducation. Voilà. Et c'est vraiment une éducation qu'il faut apporter à tout le monde, et à 3 niveaux, parce que le SDG, c'est pas que l'environnement. Il y a l'environnement, il y a une démarche sociétale, il y a une démarche vis-à-vis de la gouvernance. Donc oui, on sent bien qu'il y a une sensibilisation générale, mais elle est quand même beaucoup plus forte dans les pays nordiques que dans les pays du Sud. Voilà. Même si je vais peut-être me faire quelques ennemis en disant ça, mais c'est un constat qu'on peut faire. Et nous, sur le produit, où est-ce qu'on est alors? La France est très avancée là-dessus. Ouais, on est avancé. Oui, il y a un vrai engagement, ça c'est certain. Et d'abord, les entreprises du CAC 40, ça fait longtemps qu'elles montrent la direction. Et aujourd'hui, on voit bien que ça impacte bien au niveau des PME. Et sur les produits, notamment dans la finance, et encore plus en immobilier, c'est même un incontournable. J'ai presque envie de vous dire que sur la partie environnementale, je le dis souvent, c'est presque subi. C'est-à-dire que tous les fournisseurs n'ont pas le choix que de rentrer dans cette démarche. C'est moins subi sur la partie sociétale, mais sur la partie environnementale, c'est une évidence. Ouais. Alors justement, c'était ma prochaine question, c'est comment ça résonne ESG en matière immobilière? Écoutez, ça a bien avancé, puisque depuis peu de temps, depuis quelques mois, on a en fait le label ISR, donc là, ça impacte sur le produit. Vous le savez, les fonds, c'était déjà pour beaucoup bien préparé en la matière. Donc, il y a des fonds qui se sont fait labelliser très rapidement à la sortie du décret. D'autres sont dans une démarche, et comme je vous le dis, elles vont toutes y aller, c'est incontournable. Et c'est même bien d'ailleurs, parce qu'on dit parfois, un fonds qui est tout neuf, c'est plus facile, parce qu'il a moins d'actifs adaptés. Mais en même temps, il y a des fonds qui sont beaucoup plus lourds, mais c'est bien aussi, puisque c'est une démarche. On ne dit pas, l'ISR, c'est pas de dire je suis dans tel critère et je suis bon, et je ne suis pas dans tel critère, je ne suis pas bon. Non, c'est j'ai pris la décision d'avoir une démarche, on en reparlera tout à l'heure sur l'éducation financière, donc je vais investir pour améliorer mes actifs, et ça, je vais me le programmer dans le temps pour que ça soit supportable pour tout le monde. Mais le train est en marche depuis un moment et ne s'arrêtera pas, c'est évident. Même si, ça ne va pas vous étonner, il y a toujours un débat entre l'Europe et la France. On vous parle d'ISR, puis maintenant, de plus en plus, on vous parle d'article 6, d'article 8, d'article 9, qui fera que, je dirais, les critères qu'on a aujourd'hui sur l'ISR vont évoluer sans nul doute. Ouais. Ce qui complexifie d'ailleurs la vision que peut en avoir le client final, l'investisseur. C'est très complexe. On parlait d'éducation vis-à-vis de nos adhérents, mais c'est l'éducation pour amener de l'éducation auprès de l'investisseur. Ça, c'est évident. L'investisseur, si vous lui parlez de cette philosophie, il ne peut qu'adhérer. Ouais. Mais après, tout ce que ça implique et tout ce que ça va entraîner sur son propre portefeuille, ça, c'est une autre paire de manches. Oui, parce qu'on a beaucoup entendu mettre en avant le fait que la démarche ESG-ISR favorisait le rendement. Mais du coup, on sent qu'effectivement, l'investisseur, il est très attaché à son rendement et que si ça devait l'obérer... Écoutez, juste un peu de bon sens. On a des actifs, parlons de l'immobilier, on a des actifs... on sait qu'il faut les faire évoluer sur le plan environnemental, et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que ça, mais pour parler que de ça. Si vous devez prendre en compte, je dirais, l'économie d'énergie ou rendre l'immeuble en énergie positive, etc., il faudra bien que quelqu'un investisse. Ouais. Qui va payer ? Le locataire, il peut y avoir intérêt, mais peut-être qu'il ne fera pas tout. Donc le propriétaire aussi. Donc si le propriétaire doit investir, ça va bien impacter le rendement. Donc c'est un choix de dire je valorise mon actif, je l'adapte pour qu'il puisse avancer et correspondre aux besoins du marché, mais en même temps il faut que j'investisse. Donc penser que ce sera plus rentable ou tout aussi rentable avec une vraie démarche engagée ESG, moi, je pense que c'est antinomique. Mais je pense que là aussi, les syndicats, notamment pour les fonds immobiliers, vous regardez la SPIM, elle est rentrée dans cette démarche
éducative. Et je pense qu'à force, les gens comprendront. Et l'accepteront surtout, parce que c'est ça le défi. Oui, c'est ça, l'acceptabilité est un truc intéressant. Je pense que les gens ne mesurent pas la révolution qu'on est en train de vivre dans tous les domaines. Mais alors, dans l'immobilier, ils vont le sentir très vite. 60% du patrimoine des Français, c'est de l'immobilier. Donc, il va falloir une acceptabilité assez forte. Et je rajouterai 45%, notamment sur le logement, de la consommation d'énergie fossile vient sur le logement. Donc s'il y a vraiment des endroits où il faut s'attaquer pour améliorer l'environnement, c'est bien l'immobilier. Donc c'est un vrai sujet. Vous le disiez, le train est en marche en matière immobilière, y compris au niveau des SCPI. Au niveau des SCPI, Jean-Jacques l'a dit, je ne vais faire pratiquement que répéter ce que Jean-Jacques a dit. Ça fait moins d'1 an que le label ISR IMO existe et il a été très bien accueilli par les fonds immobiliers non cotés, les SCPI. Aujourd'hui, on compte à peu près 11 SCPI qui ont été labellisés. C'est elles qui doivent faire la démarche. C'est elles qui doivent aller vers ce label. Encore une fois, Jean-Jacques l'a dit, tous ont subi cette évolution de la société. C'est positif. Il y a beaucoup de travaux qui restent à faire. Le label n'est pas parfait, justement, avec des articles qui sont plus importants et qui vont certainement avoir une évolution qui va avoir une conséquence dans le label lui-même, parce qu'aujourd'hui, on trouve des disparités, on trouve des fonds très importants avec des capitaux de 2 milliards d'euros LF Grand Paris et des petits fonds qui ont à peine quelques lignes de patrimoine. Et donc, il y a des disparités, c'est pas la même chose. Encore une fois, également, il y a des fonds qui sont peut-être investis en Allemagne. Qui dit Allemagne dit production d'énergie en grande partie fossile, alors que les fonds français, eux, ils sont investis donc, dans un patrimoine franco-français, production d'électricité nucléaire, zéro émission. Donc, il y a un choix pour l'investisseur. Encore une fois, Jean-Jacques l'a dit, à nous, dans notre obligation, dans notre devoir de conseil, en tant que conseiller en investissement, de transmettre aux investisseurs et de leur dire, attention, vous allez chercher de la performance, vous voulez chercher un label, vous voulez obtenir un investissement vertueux, il y a des conséquences. Il ne faut pas simplement penser qu'on va investir et que ça va être sans conséquence et qu'on va avoir l'argent et l'argent du beurre. Mais l'argent du beurre, on comprend. Oui. C'est-à-dire le rendement et un investissement vertueux. À un moment donné, il va falloir arbitrer. Et c'est aux conseillers d'éclairer le choix des investisseurs. David, Jean-Jacques évoquait l'éducation financière. C'est un sujet important pour l'Anacofi. Comment vous avancez en interne ? C'est un sujet important pour l'ensemble de la place, et j'allais dire même pour le pays. C'est que c'est un sujet qui a été pris en main il y a une demi-douzaine d'années, un petit peu plus, par le gouvernement de l'époque, et qui venait de travaux, qui venaient d'avant. En gros, on s'est dit depuis très longtemps qu'en France, on se dit que depuis très longtemps, les gens n'ont pas d'éducation financière. C'est pas tout à fait exact d'ailleurs. Il y a des domaines dans lesquels les Français sont bons, dans lesquels ils sont absolument nuls, et d'ailleurs des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont bons dans un domaine et nuls dans l'autre. Mais parce que ça paraît pas cohérent, mais c'est comme ça. Donc il y a une politique nationale qui a été lancée, elle s'appelle aujourd'hui EducFi, elle avait un autre nom avant, mais donc elle s'appelle maintenant EducFi. EducFi, l'Anacofi dans le comité stratégique d'EducFi, donc de pilotage. Et donc on a une position qui est très particulière. Il n'y a que 5 organisations professionnelles qui sont là-dedans. Le reste, des universités, des associations de consommateurs, des ministères en eux-mêmes, l'AMF, la CPR, enfin voilà, l'OCDE, je crois. Donc on est, nous, impliqués là-dedans. Obligatoirement, c'est-à-dire on a choisi d'y aller, on nous y a invités parce qu'on voyait bien qu'on essayait d'avoir une action, mais du coup, toute action qui est là-dedans, on y est associé. Alors, on essaye de déployer avec nos petits moyens, et quand je dis petits moyens, c'est pas que nous soyons une petite fédération, mais il faut bien comprendre que les moyens d'une organisation professionnelle sont rarement à la taille de ceux qu'ont même ces
principaux membres. Économiquement, on est en termes de salariés à mettre à disposition, etc., etc. Par contre, on a une puissance de relais. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on participe à tous les événements et on fournit du contenu. Donc, on fournit du contenu sur les sites qui sont prévus pour éduquer la population, s'ils veulent bien y aller, s'informer eux-mêmes. Il y a des sites qui ont été créés, mesquestionsdargent.fr, mesquestionsdentrepreneur.fr. On fournit du contenu. On essaye maintenant d'avoir une action aussi auprès des écoles et universités. On avait commencé il y a longtemps. Ça, pour le coup, on avait commencé il y a plus d'une dizaine d'années, mais on l'a structuré. C'est un peu comme sur le EG. On a structuré ça, on a créé une commission des écoles et universités et centres de formation partenaires. Donc on participe, s'ils le demandent, à leurs réflexions, à leurs programmes, à ce genre de choses. Et puis, là, vous voyez, par exemple, il va y avoir alors on va le dire en français, la Semaine internationale de l'investissement. Eh bien, on va être impliqué là-dedans, on a signé la charte et maintenant on doit produire des choses, dire à ceux qui pilotent. Il se trouve qu'en l'occurrence, là, c'est l'AMF pour le compte de la stratégie EduQI, je crois. Donc on a signé la charte, on va donc construire, monter des choses, les connecter et les faire apparaître sur le site portail et suivre le mouvement. On a aussi, et ça on l'oublie, ça fait quelques années qu'on sortait plus de rapports sur des thématiques qui sont accessibles. C'est pour des professionnels bien sûr, mais pas forcément qu'eux. Et puis on fait de la coédition. Et puis on fait ça. Alors voilà, aussi typiquement, il y a 4 ans, on faisait pas ça. On fait une émission avec vous qu'on va trouver en ligne. On fait des formats courts qu'on va trouver en ligne sur des thématiques qui sont pas juste dire à nos membres venez, on fait la fête, ou venez, vous avez une formation pour vous. On fait des émissions de radio, on fait des insertions dans tout un tas de métiers en faisant passer des éléments d'éducation financière. Voilà. Donc aujourd'hui, notre action, elle est suiveur sur les grands éléments de cette stratégie parce qu'on n'a pas tellement de possibilités de faire autrement et relayer ce qui s'est fait, y compris par d'autres. Et puis, on déploie de plus en plus un arsenal d'outils qui concourent à l'éducation financière de l'ensemble de la population. Et bien sûr, et c'est là qu'on est le plus efficace, nos membres. Mais là, on va plutôt parler de formation. Oui, de formation. Ouais, c'est de la mise à niveau. Mais c'est de l'éducation financière. C'est-à-dire, si nos conseillers et nos professionnels sont correctement formés et donc éduqués, ils vont plus facilement eux-mêmes pouvoir faire redescendre vers leurs clients qui sont les citoyens. Et là, on comprend. J'ai envie de rebondir, faire un parallèle par rapport à l'immobilier. C'est assez amusant. Parce que finalement, l'éducation financière, les conseillers, ils l'ont. Et puis c'est leur obligation. Ils ont une formation obligatoire chaque année. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le particulier. Et lui, comment il fait? Il n'y a pas 36 solutions. Soit il s'auto-forme, soit il se fait conseiller. C'est la même chose dans l'immobilier. Dans l'immobilier, vous avez un bien immobilier, soit vous allez le donner en gestion à un professionnel, soit vous allez le gérer vous-même. Sauf que l'immobilier, c'est de plus en plus complexe et il y a de plus en plus je pense que les pouvoirs publics sont très sensibles en disant il suffit de regarder la proposition de loi Nogal où il était question de dire il faut que l'ensemble des propriétaires confient leur bien en gestion parce qu'ils seront mieux accompagnés. Et je pense qu'il y a une vraie démarche, et vous avez sûrement vous-même des rôles à jouer par rapport à ça, et vous le faites à travers effectivement ce genre de mission, de dire à l'ensemble de la population, vous ne pouvez pas vous autogérer par rapport à ça. Donc après, qu'est-ce qui reste? Où on va chercher le conseil? On peut aller chercher auprès de son banquier, on peut aller chercher auprès de son notaire, mais le notaire, il est plutôt axé sur tout ce qui est succession et immobilier éventuellement. Mais pour avoir quelqu'un qui a une vue globale, en dehors du conseiller financier, il n'y a pas grand monde. Et globale et objective. Donc, effectivement, dans le cadre de l'éducation financière, je pense que s'il y a vraiment des messages à faire passer, c'est de dire aux particuliers, vous ne pouvez pas vous passer d'un conseiller en gestion de patrimoine. Les gens pensent toujours, mais non, mais moi, j'ai pas un patrimoine. On pense que toujours, le patrimoine, il faut quelque chose réservé. Or, c'est faux. Un patrimoine, il existe dès la naissance, même s'il est vide au départ, mais il existe. Donc, on devrait, dans cette éducation, amener les gens systématiquement à se faire conseiller. On ne peut pas imaginer aujourd'hui de traiter une succession sans un notaire. Je ne vois pas comment on pourrait... Demain, il ne faudrait pas imaginer, se dire je vais tout au long de ma vie me faire accompagner par un professionnel pour savoir ce que je dois faire et savoir ce que je dois arbitrer. Nelson, j'imagine que vous pouvez cadérer. Jean-Jacques dit quelque chose qui est tout à fait évident. Les clients, à chaque fois qu'on les interroge, le premier rendez-vous, ils disent « mais j'ai pas de patrimoine ». Il faut commencer par leur dire, oui, vous avez un patrimoine, vous avez quelques économies. Bon, pour les faire fructifier, pour les protéger, l'idéal, c'est de vous faire conseiller.
Votre banquier est là, mais lui, il va être plus spécifique dans les produits financiers. Le notaire, il va être plus axé, donc, comme l'a dit Jean-Jacques, dans la partie civile, mais il faut un spécialiste qui aura une vision d'ensemble, globale, et qui pourra également prendre en considération certains éléments. Les enfants, la retraite, et donc pouvoir accompagner tout le monde. L'idéal serait, c'est qu'on puisse justement compter avec un conseiller depuis l'âge où on devient indépendant jusqu'au moment où on va transmettre ce patrimoine. Protéger et l'optimiser. C'est essentiel. Et le créer. Bien sûr. On n'a pas aider à le créer, c'est pas nous qui le créons, ça va être leur travail qui va les aider à faire. Ouais. David, on va finalement commencer à parler métier, avec l'importance du conseil et tous ceux qui font du conseil. C'est l'occasion de vous demander où en est la réforme du courtage. Alors, la réforme du courtage, elle est quand même maintenant très avancée. La réforme du courtage a amené à la production d'un certain nombre de textes, décrets et arrêtés. Ce qui devrait être les derniers, là, sont au Conseil d'État. On n'a pas encore de retour du Conseil d'État, mais enfin, il y a eu plusieurs analyses de ces textes. Ils ont donc été a priori validés. On les connaît. On a le détail. Donc, on a ce matériel-là pour commencer à organiser sa mise en œuvre, ce qu'on est en train de faire. Nous, à l'Anacofi, ce qui nous restait à mettre en place, c'était cet Anacofi courtage qui va regrouper l'Anacofi assurance et l'Anacofi IOB. Au moment où on enregistre cette émission, il reste la dernière assemblée générale de fusion de la partie IOB avec l'Anacofi courtage pour qu'elle vienne dedans. Je peux donc pas vous dire, voilà, c'est fait, tout est en place, mais enfin, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, si même on avait sur un revirement, pas la proportion des membres qui votaient pour cette fusion, de toute façon, derrière l'Anacofi courtage ayant reçu mandat de l'Anacofi, dans les semaines qui suivent, tous les systèmes de représentation de l'Anacofi pour ces courtiers seraient à cette entité-là et elle déploierait la totalité de ses services. Voilà où on en est. Si ce n'est que ce que je ne peux pas encore dire, c'est ce qu'elle va devoir faire très exactement. Je m'explique. On sait qu'on va devoir suivre la formation de nos membres et de leurs salariés. Par contre, jusqu'à quelle granularité va ce suivi, c'est quelque chose qu'on doit discuter avec la CPR. Les premières réunions avec la CPR sont prévues à la fin du mois. Et tout ce qu'on ne pourra pas encore mettre en place aujourd'hui dépend de ces échanges-là dans tout un tas de domaines. C'est pas qu'on ne connaît pas les grandes règles, on est même capable de rassembler, à mon sens, 75% du dossier d'agrément de l'association pour le déposer à la CPR. Mais il manque ces éléments. Et tant qu'on n'aura pas ces éléments-là, on ne pourra pas faire évoluer, par exemple, nos CRM et notre extranet membres, ni même d'ailleurs être totalement précis sur nos sites internet. Voilà où on en est. Donc on est très avancé, on commence à s'occuper des histoires de tuyauterie. C'est ça le moment où on en est. Après, restons calmes pour les professionnels. Ça démarre avril 2022, la mise en œuvre. Et tous ceux qui sont déjà inscrits à l'ORIAS, qui est l'immense majorité, vont avoir 12 mois pour rejoindre l'association et donc rentrer à l'intérieur de ce qu'on va leur faire faire. Et j'essaie de vraiment ne pas utiliser le mot de leur dire ce qu'on va les contraindre de faire. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que cette réforme, c'est demander à des associations d'aider les professionnels à faire ce que la loi leur impose déjà de faire. Voilà. Et c'était l'un des sujets quand même. Donc nous, dans les associations, pour nos membres qui sont déjà, on sait déjà faire 80% de ce qu'on va nous demander. Et après, vraiment, c'est des problèmes de réglage à la fin, quoi. C'est pas la même chose que de dire je sais qu'une personne a fait 15 heures de formation ou de dire je sais qu'elle a fait 15 heures, que c'est parfait par rapport à son poste et que dans une procédure de formation sur plusieurs années, ces formations ont été évolutives, pas concurrentes l'une de l'autre, etc. etc. Là, c'est ce genre de truc qui reste à faire. Le reste, on avance. Donc on est pas mal, on est bien engagé quand même. Et hier, j'ai reçu un communiqué de presse, je vous ouvre une petite parenthèse, qui faisait état d'une nomination. Alors, je crois que vous avez, David, un nouveau mandat. Alors, j'ai un mandat en moins et j'ai un mandat en plus. D'accord. Bon, j'avais, après presque 15 ans à être administrateur de la Fédération européenne, de notre Fédération européenne, la FECIF, en avoir été le président 3 ans, le vice-président 3 ans, le président 4 ans et président de l'Advisory, ce qui est en fait le comité dans lequel on travaille les réponses communes aux consultations de l'Europe, entre les différentes fédérations d'Europe. Ça, j'ai abandonné cette dernière fonction que j'avais, qui était d'être président de l'Advisory. Donc l'Anacofi reste administrateur de la FECIF et un de ce qu'on appelle les core members, donc les membres centraux.
Mais ça, par contre, j'ai abandonné puisque il y avait derrière cette fonction dans Ancia qui nous était proposée. Donc j'ai pris la présidence d'Ancia. Ancia, c'est quoi? C'est une association, en même temps un club, des grandes associations de l'intermédiation d'assurance. On verra ce qu'on arrive à en faire. Ce que j'aimerais bien en faire, moi, dans ces 2 ans de mandat, ce ne sont pas des mandats très longs, c'est un mandat de 2 ans. Au moment où on a cette réforme du courtage, c'est réussir à en faire une sorte de place de réunion de tous ceux qui traitent d'intermédiation, d'assurance. On avait une ambition au départ qui était peut-être de venir aussi sur les intermédiations bancaires. On verra. On va déjà s'occuper de ce qu'on a. Certains disaient pourquoi pas en faire un ENU de l'intermédiation. Pourquoi pas? Ce serait bien qu'on ait une place pour tous se retrouver à l'intérieur de ce qui a été ce club constitué par 3 grandes associations, parce qu'on a la GEA, Planète CSR et l'Anacofi, ce qui représente le plus gros des intermédiaires d'assurance en volume syndiqué. On va voir ce qu'on arrive à en faire. Ouais, c'est tout frais, on verra. Mais on peut faire déjà pas mal de choses. Ça fait déjà quelques années qu'on a créé ça. Et si vous vous rappelez bien, il y a quand même un fait d'arme important. Ça avait été la proposition de réforme du 3e usage du courtage. Pour ceux qui sont courtiers, tout le monde sait ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est ce qui vous fera râler si un jour vous avez l'impression qu'on vous a piqué un client. Il y a des règles du jeu. C'est ça. Et on avait essayé de réformer des règles qui dataient de plus de 50 ans. Voilà. On a produit une position. Autre sujet habituel, la réglementation ne cesse d'évoluer. On a évoqué la formation, etc. Vous publiez régulièrement à l'Anacofi des kits réglementaires. Alors, on sort tout. Voilà. La date de publication habituelle, c'est le 15 septembre. C'est la date officielle de publication de tous ces documents à l'Anacofi. Cause Covid, cause une partie de l'équipe juridique absente, la moitié de l'équipe en congé maternité. Donc vous voyez, c'est pas parce que... Comment ? Une équipe jeune. Une équipe jeune, mais malgré tout de gens qui sont bien en place, c'est très nécessaire quand on doit produire ce genre de documents. Donc on a pris un poil de retard, ça veut dire qu'au 15 septembre, on avait la première version. Donc on n'a pas communiqué au 15 septembre, on est en train de la finaliser, mais tout va sortir là d'ici Patrimonia, on devrait être capable de sortir la totalité des documents. Alors les documents principaux, c'est-à-dire le livret réglementaire de base, un bouquin de droit en fait. Les kits, c'est clairement ça, c'est un bouquin de droit mais dans lequel on dit à nos membres, on répond à vos questions. Et les questions que vous posez, les réponses elles sont dedans. Après vous pouvez appeler notre permanent juridique. On va sortir donc les kits de procédure, les kits de documents. Et puis on va sortir un certain nombre d'autres documents complémentaires, parce que cet été, si les juristes n'étaient pas forcément aussi disponibles que certaines années, d'autres services étaient vraiment en place, ce qui fait qu'on va ressortir la mise à jour de l'étude sur l'annotation et l'évaluation d'entreprise, qu'on n'avait pas mise à jour depuis 4 ans, et quelques autres documents comme ça qui vont venir se greffer. Donc on va mettre un matériel, évidemment, tout ça une version digitale, puisque le fait de sortir juste un document en mode bouquin, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, donc on les sort en version... imprimables, et puis puisqu'on a un portail digital, on les rentre aussi dans le portail digital et les gens pourront y accéder via le portail Zendesk de l'Anacofi qui est dédié à la conformité. Voilà, tout ça sort. Alors ça sortira un petit peu en retard par rapport à d'habitude, mais pas de façon complètement déconnante, quoi. On va avoir 1-2 semaines de retard par rapport au planning habituel. Jean-Jacques, autre sujet fort d'actualité, alors surtout par rapport à tout ce qu'on vient, confinement, de traverser, c'est l'immobilier. On sent qu'il y a des mouvements qui s'enclenchent, on parle de pas mal de gens qui quittent Paris, des prix dans certaines villes qui augmentent, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état du marché, de ce qui se passe en ce moment ? L'immobilier va bien. On va déjà démarrer par ça. L'immobilier va bien, je pense que... Alors on va distinguer toujours... traditionnellement l'ancien et le neuf, mais dans l'ancien, je pense que nous allons avoir un atterrissage autour de 1,2 million de ventes. C'est inégalé, ça n'est jamais existé. Le plus beau score était en 2019, je crois, aux alentours de 1,67 million. On a une offre qui baisse, c'est normal, vu le volume, de 4%. On a une demande à 14%, donc on a un marché qui a grandi de 10%, donc ça va bien. En revanche, c'est vrai que quand on regarde, on a globalement, la conséquence, c'est qu'il y a une augmentation des prix, on a un prix moyen de 4,9, et quand on descend, on s'aperçoit que Paris, Île-de-France, c'est moins 1,5, le top 10
on est à 4,1, le top 50 est à 4,5 et les zones rurales, on est à 6,4. On en reparlera tout à l'heure. C'est la revanche. Ben oui, on s'aperçoit, on y reviendra dans le cas d'aménagement, mais ça va bien. Je veux dire, les gens, il y a un effet Covid très probablement, mais ça va bien. Dans le neuf, ça va bien aussi. On a une augmentation des réservations de 7%, donc le marché est bien soutenu. On a une augmentation des prix de 1,9%, ça va bien. En revanche, ce qui va moins bien, c'est les permis de construire. Hein. Oui, on n'entend pas assez de... que le gouvernement a créé la commission Herbatsène, on est en chute de 25%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un stock de 10 mois, alors que l'équilibre minimum, c'est un stock de 12 mois. Donc, on se dit qu'il va y avoir un ralentissement dans le neuf, et c'est embêtant. Voilà, parce que ça crée de l'emploi, etc., etc. Mais globalement, sur le marché, en ce qui concerne l'Anacofi, donc le marché de la vente, ça va bien. Autre question, la pierre papier, alors on l'a déjà évoqué, hein, mais certains disent que voilà, depuis maintenant un certain temps, hein, que ça devient un placement très prisé des Français. C'est logique, c'est très logique. Vous avez un marché obligataire qui est à 0 voire en dessous. Ouais. Vous avez un marché action qui tient, mais dans l'esprit des gens, qui est volatile. Prise de risque. Vous avez les marchés alternatifs, notamment dans le private equity, c'est vrai, mais dans l'esprit des gens, c'est un risque. Qu'est-ce qui reste? Un marché qui est immobilier. Et quel est le produit qui finalement se rapproche en termes de risque le plus de l'obligation? C'est l'immobilier. Ouais. Sauf qu'il a un rendement plus élevé. Donc c'est logique que vous ayez des flux vers cette classe d'actifs. Et après, il y a ceux qui vont le chercher en direct. Il y a ceux qui se disent, si je mutualise, si je me couvre par des professionnels à travers des fonds d'investissement, j'y vais. Donc effectivement, il y a un grand succès, mais ça a démarré depuis un moment. Hein. Là, il n'y a pas un effet Covid. Hein. Je veux dire, il y a un vrai engouement pour cette classe d'actifs parce que le rapport rendement-risque est excellent et tient la route. Parce que, rappelez-vous, la crise de 2008, par exemple, ce qui a tenu le plus sur la route, ça a été l'immobilier, et notamment les fonds immobiliers. Et si on revient en arrière, c'est pareil. Et aujourd'hui, on a dit pique et pendre au démarrage du Covid. Finalement, ça a bien tenu la route. Et au contraire, ça a accéléré. Voilà. Et on le voit également au sein des contrats d'assurance vie. Comment les fonds immobiliers remplacent peu à peu le fonds euro. Fonds euro dont les rendements s'effritent. Et donc, ce phénomène-là, on le voit en financier. En termes de SCPI en direct, on le voit également. La collecte pour cette année a repris par rapport à l'année 2019. On est grosso modo au même niveau après la petite baisse qu'il y a eu à cause de la Covid. Donc c'est un marché qui plus est, Jean-Jacques le disait tout à l'heure, dans le marché en dur, en direct, se porte bien. Donc la pierre papier, elle suit et c'est un marché qui a des beaux jours devant elle. Ouais. En revanche, moi je pense qu'on peut observer une sorte de chrysalide dans les SCPI. C'est-à-dire que si vous regardez l'année dernière, encore cette année, sur le premier semestre, les deux premières SCPI en termes de collecte, sont des SCPI thématiques et notamment des SCPI santé, mais surtout des SCPI thématiques. Et là, les SCPI thématiques, il y a quelques années, ça venait en complément, diversification, des classiques, bureaux, commerce. Aujourd'hui, on voit que le fléchage va plutôt vers ces SCPI thématiques. Donc c'est pour ça que je parle de chrysalide. Ça s'explique comment ça? Les gens se font conseiller ou peut-être je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, elles n'existaient pas avant. Donc elles sont sorties sur le marché, les gens les ont observées, on dit bon, c'est la complémentarité. Puis après, on s'est aperçu que ça correspondait à un réel besoin. Et puis après, je pense qu'il y a des interrogations. Enfin, il est logique qu'il y ait des interrogations dans le commerce, avec le e-commerce qui se développe de plus en plus. Il est logique qu'il y ait des interrogations sur le bureau, avec les évolutions, et encore plus aujourd'hui, avec la pensée des gens sur le télétravail. Parce que, bon, il y a ce qu'on pense et ce qui, à mon avis, arrivera après. Bon, donc il y a tout un tas de phénomènes. Les gens se disent, voilà. Et puis sur le phénomène de la santé, effectivement, avec ce qu'on est en train de vivre, il y a une sensibilisation qui est tout à fait naturelle par rapport à ça. Mais on voit ça, et je pense qu'on va vivre ça aussi au sein des contrats d'assurance. C'est-à-dire que les assureurs, pour des raisons de praticité d'ailleurs, et aussi de diversification du risque, vont de plus en plus investir dans des SC que dans des SCPI. Et on verra, à mon avis, ce phénomène-là aussi
où les fonds thématiques vont prendre de plus en plus de poids. Voilà, ce qui laisse donc de beaux jours à ce type d'investissement. Plus une ouverture sur l'Europe aussi, qui apporte des avantages fiscaux non négligeables, qui amène une profondeur de marché. Enfin, il y a tout ce qui se régule. C'est très amusant de voir ce qu'étaient ces pays il y a encore 10 ans et ce qu'elles sont aujourd'hui. Même en termes d'image. Même en termes l'image. Nelson, l'éducation a bien marché, là. Bien marché. Justement, en termes d'éducation, c'est également le conseiller qui doit apporter un éclairage. C'est beaucoup plus facile à comprendre pour un investisseur de dire une thématique santé. Aujourd'hui, on est tous très sensibles à ces sujets, donc on investit plus facilement. Et c'est très bon fonds, hein, je ne dis pas le contraire, dans des fonds à thématique. Mais également, le conseiller doit apporter un éclairage au sujet de ce qui peut attendre dans les années à venir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les SCPI, c'est un investissement sur le long terme, 10 ans minimum. Donc, il faut avoir non seulement l'engouement actuel, mais les rendements qui vont venir. Jean-Jacques le mentionnait à l'instant également, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a tout le pan européen qui est en train de se structurer de manière assez importante, et il est, je pense, encore une fois, être bien éclairé, bien conseillé pour pouvoir investir sur le long terme sur ce type de fonds qui deviennent de plus en plus complexes. Avant, c'était relativement simple. Aujourd'hui, ça devient un peu plus complexe. Ouais. Je pense que dans ces évolutions, il faudra que le marché ne mette pas trop de pression sur les sociétés de gestion si on veut passer ce cap de l'ESG, ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même toujours une compétitivité au rendement. C'est dommage. Parce que si vous faites que de la compétitivité sur le rendement, en fait, vous bloquez. C'est-à-dire vous bloquez les investissements. Or, si on veut aller vers une démarche ISR et une démarche ESG, il faudra bien faire ces investissements. Alors, on évoque immobilier, donc forcément, vous êtes président d'Anacofi Immo. C'est l'occasion peut-être de dire quelques mots sur les actions d'Anacofi Immo. Oui, nous ne sommes pas loin de la présidentielle. Vous savez que nous sommes le seul pays à avoir un ministère du logement. Partout, vous avez des ministères de la ville, un ministère de l'aménagement du territoire. Nous, on a l'aménagement du territoire d'un côté et on a le logement de l'autre. Le logement, chez nous, est pour le coup une thématique extrêmement politique. Alors, on en parle beaucoup pendant la présidentielle, beaucoup, et puis après, il ne se passe pas grand-chose. Or, je pense qu'on ne peut plus raisonner logement de façon à part. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent autour. Il y a le climat, il y a l'aménagement du territoire, il y a les évolutions sur le travail, il y a les problématiques de pouvoir d'achat et donc de déplacement, d'infrastructure. Et je pense c'est un vrai sujet d'accepter d'aller sur des paradigmes sur le logement. Je vais vous donner un chiffre. Voilà. Je vais vous donner un chiffre et surtout une habitude, si vous voulez. C'est qu'on on peut observer facilement qu'en termes de logement, on raisonne toujours sur le flux et non sur le stock. En France, vous avez 37 millions de logements et vous avez 30 millions de foyers. Et pourtant, on vous explique qu'il faut créer 500 000 logements par an. C'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce qu'on est sur le flux, parce que le flux, ça crée de l'emploi, machin, etc., etc. Or, il est peut-être temps de travailler sur le stock. Alors, si on parle de politique d'aménagement du territoire, en se disant, est-ce qu'il faut être que dans les villes métropoles ? Est-ce qu'il ne faut pas regarder les villes moyennes ? Bon, donc ça veut dire qu'il faut repenser les choses autrement. Donc, moi, je pense, là, je vous tendrai toute l'émission là-dessus, mais je pense que les messages que nous, on a à faire passer. Le premier, c'est qu'il est plus que temps qu'on ait de la data dans l'immobilier. C'est-à-dire que nous, quand on a poussé des actions à faire des études avec PrimeView, Pierre Sabatier, que vous connaissez bien, pour regarder les impacts de ces lois de défiscalisation, on a fait ça avec l'ensemble des syndicats. On avait dit, première chose, il faut créer un observatoire public-privé qui nous donne de la data. Qu'on arrête, qu'on sache si, enfin on le sait, mais que ces lois de défiscalisation rapportent plus que ça coûte. Est-ce que ça a une inflation sur le prix ou pas ? Que tous les ans, on sache ce qui se passe. Déjà, on pourrait parler normalement. Bon, premièrement. Après, de se dire, est-ce qu'effectivement, plutôt que de laisser toutes ces villes qui sont en train de mourir, alors qu'il y a des gens qui veulent aller à la campagne, qui veulent faire du télétravail, qui veulent avoir 2 types d'habitation, est-ce qu'on doit ne pas arrêter et commencer vraiment à raisonner sur le stock et pas sur le flux ? Et donc, rentrer ça dans une vraie politique d'aménagement du territoire. Et enfin, de se dire, parce que si on est là-dedans,
Ça veut dire qu'il faut arrêter de raisonner zone tendue. C'est obsolète de raisonner en zone tendue. Surtout que quand on vous dit il faut 500 000 logements par an, mais on s'appuie sur quoi? D'une étude du crédit foncier qui doit avoir à peu près 15 ans. Bon, il est temps qu'on change tout ça, qu'on ait de la data, qu'on se dise, comme l'avait dit d'ailleurs le candidat Macron à la présidentielle, il faut développer l'offre, il faut s'appuyer sur l'offre, c'est la meilleure façon de décongestionner les prix. Et enfin, avoir un dispositif unique, clair, pour tout le monde. Et dans ce dispositif, on se dit, il y a à la fois une démarche de production, c'est le neuf, et à la fois une démarche de rénovation. Et là, c'est-à-dire une sorte de combinaison entre la loi Pinel et la loi de Normandie, qui ne s'opposent pas, qui sont complémentaires, mais ça, avec un vrai axe, si vous voulez, par rapport à ça. Mais ça a entraîné beaucoup de choses, notamment en termes de qualification d'emploi. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on a le personnel pour travailler et développer du stock neuf, enfin, de créer du stock dans le neuf, beaucoup plus difficile dans la rénovation. Et pourtant, on l'a dit tout à l'heure, c'est 45% de consommation de l'énergie fossile, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que nous, les messages qu'on va faire passer, on va faire nos propositions, on va faire nos constats et nos propositions, mais c'est de changer un petit peu de paradigme, c'était le choix d'ailleurs du candidat Macron, et de dire raisonnons autrement et faisons quelque chose de clair et qui correspond à un besoin pour l'ensemble des Français. Parce que l'avantage des gens comme l'ANACOFI, les conseillers de l'ANACOFI, c'est que nous sommes capables de faire rejoindre une offre et une demande à distance. C'est-à-dire que si j'ai un besoin à Grenoble et autour de Grenoble, ben je ne suis pas sûr qu'avec la population grenobloise, je vais pouvoir répondre à ce besoin. Pourquoi ? Parce que les richesses, elles sont dans les métropoles. Donc je vais aller chercher des investisseurs qui, eux, ont les moyens, et je vais faire correspondre une offre et une demande à distance. Ça, on est capable de le faire. Mais faut-il encore qu'il y ait une politique globale qui ne concerne pas que le logement, mais tout dans son ensemble. Ce que Jean-Jacques oublie, parce qu'Action, il y a aussi du service direct aux membres. Il y a de la formation, il y a l'ANACOFI IMO, il y a de la production d'un certain nombre de choses comme ça, voire même d'événements ou participation, on parlait des salons, participation aux salons liés à l'IMO, c'est l'ANACOFI IMO qui se débrouille avec ça. Alors on va parler maintenant de la commission Girardin que vous précisez, Nelson. Pour, même question, voilà, est-ce qu'on peut avoir une vue un petit peu de ce qui s'y passe en ce moment, de ces travaux? Bon, la commission Girardin a été un peu mise en pause et je plaide coupable. Les questionnaires qui devaient être envoyés avant l'été ne sont en train que d'être envoyés actuellement. Donc j'aurai plus d'informations à vous donner vers la fin de l'année pour une remise de rapport au conseil d'administration, je pense, en début d'année prochaine. Je ne peux pas dire plus. David, on approche du terme de cette émission. Je vais me permettre quelques questions un peu plus liées à l'actualité du moment. J'espère qu'on sort d'une phase, mais on n'en est pas encore sûr, assez inédite et terrible. Et j'ai envie de vous demander, on fait le point régulièrement, comment vont vos membres, comment ils se portent en cette rentrée? Alors, c'est vrai qu'on a l'impression de sortir la tête et puis de revoir les gens commencer à vivre comme ils vivaient avant. On verra si ça dure. Oui, en même temps, on n'est pas sûr. En même temps, on n'est pas sûr. Mais c'est vrai qu'on a là arrêté les statistiques sur 2020, on a fini nos analyses statistiques. Ce qu'elles disent, c'est que le métier a suivi une demi-crise. Ce que je dis depuis un moment, c'est l'impression qu'on a, et les statistiques disent la même chose, en fait. C'est quand on fait une analyse avec toutes les remontées stats de nos membres, et on avait à peu près 2200 fiches exploitables sur 3300 entreprises membres, donc c'est quand même un vrai truc. Il y a eu de la baisse de chiffre d'affaires, en moyenne, c'est vrai. Mais avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse de chiffre d'affaires chez les petits. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que la catégorie des petits acteurs chez nous, qui représentent 45% des entreprises, n'a pas eu de baisse. Entre 2018 et 2020, ils ont perdu 250 € de chiffre d'affaires. C'était rien. Il s'est rien passé. Parce que s'ils n'ont juste pas pris un billet de train pour aller voir un client, machin, c'est réglé. Voilà, c'est pas vu. Donc ce truc de les petits, c'est crise, ça les tue, c'est pas vrai. Bon. Donc quand on a fait, nous, les sondages, au fur et à mesure, en disant est-ce que vous allez bien, et que 60% nous disaient je vais bien, eh bien il y a déjà une chose intéressante, c'est que dans les petits, une immense majorité des petits faisaient partie de ceux qui allaient bien et n'avaient pas
de raison d'avoir de crainte. Ils sont peut-être eu au début, mais assez vite, ils ont compris que ça n'allait pas être problématique. Du coup, sur une masse de gens, de nos métiers, ils n'étaient pas plus tendus que ça. Ils étaient énervés par la situation, ça leur plaisait pas, psychiquement, c'était perturbant pour tout le monde. Mais je veux dire, quand ça redémarre, et puis quand ils font leur compte, il n'y a pas vraiment eu de problème. On a une catégorie de population au-dessus, sur les entreprises un peu plus grandes, où c'est un peu plus compliqué. Là, la situation, il faut l'analyser plus finement et on n'aura pas le temps là, ici. Il y a donc des acteurs pour lesquels les choses sont un peu plus tendues, notamment dans ceux qui ont engagé beaucoup d'argent pour participer à cette grande vague de consolidation. Il semble bien, d'après ce que nous avons comme remontée de chiffres, qu'il y ait des gagnants et il y ait des pas gagnants. On ne va pas dire qu'il y a des perdants, puisque les effets des synergies ne sont pas dans le moment où on fait l'opération, donc on verra après. Ouais. Mais il y a des gens qui ont réussi à faire des choses en étant gagnants tout de suite, et d'autres pour lesquels on ne voit pas du tout encore qui sont gagnants. Alors, ceux-là, ce n'est pas ceux qui font l'ambiance sur le terrain. Voilà, c'est pas eux qui vont dire que ça va mal, c'est pas eux qui, dans l'absolu, vont mal non plus, mais voilà. Et globalement, ça donne une impression du métier qui va bien, quoi. Ce qui ne change rien au fait qu'on a quand même eu une baisse d'environ 10% du chiffre d'affaires total des membres de l'ANACOFI l'année dernière, et que ça a été bien pris sur quelques-uns. Est-ce qu'ils ont pu l'amortir? J'ai dit chiffre d'affaires, j'ai pas dit marge. Est-ce qu'ils ont pu l'amortir en ayant moins de dépenses et autres? Il semblerait qu'une partie d'entre eux, oui. Ceci dit, sur un taux de destruction naturelle en année neutre de 7%, on est monté à 10%. Donc il y en a quand même eu quelques-uns qui n'ont pas passé ce cap. Mais dans les grandes crises qu'on a connues à l'ANACOFI, je rappelle que ça n'a jamais été moins de 12 sur une année, une crise. Et que ça a plutôt été 20 sur des périodes de 2 ans. Et celle-là, par contre, on ne la voit pas arriver. Donc on a une demi-crise, mais qui, par rapport à d'autres crises, a fait moins de dégâts dans l'ambiance. On a tous été éteints, et quand on rallume, on voit des gens qui sont ceux qu'on voyait en 2019. Voilà. Et je pense qu'on le voit quand on a tous les événements de la rentrée, là... tout le monde semble plutôt content. Pas moment de parler du fait qu'on a été enfermé 6 mois, on parle d'autre chose. Et quand on parle business, la seule chose qu'on entende, mais je n'ai pas de données statistiques, mais du remontée qu'on a à l'ANACOFI, c'est cette année, on fait nos chiffres, c'est juste un peu plus dur que 2020. Donc ça veut dire que la reprise du mélange présentiel-digital est à la limite plus difficile que ces phases allumées-éteintes qu'on a eu en 2020. Voilà. Donc voilà ce qu'il nous dit, mais pas dans le chiffre d'affaires qui sortent. Il ne nous parle pas de difficulté à sortir le chiffre. C'est plus dur d'aller le chercher. Voilà. On sera capable d'analyser le pourquoi en vrai un peu après. On n'a pas encore fait de sondage. Et de façon un peu globale, en ce moment vous les rencontrez beaucoup, vous les sentez optimistes pour les mois qui viennent, pour l'année qui... Oui, mais ça, ils le sont depuis le début de la crise, paradoxalement. C'est-à-dire que depuis le 4e mois de la crise Covid, on a compris qu'on avait réussi à gérer nos clients. Pour le coup, toutes les études, même des instituts qui font des études hors nous, le disent, c'est tout le monde de la gestion de patrimoine. Sur le monde de le conseil en finance d'entreprise qu'on a aussi à l'ANACOFI, ça n'était pas la même chose au départ. Mais on voit que ces gens qui peut-être étaient des spécialistes de la FUSAC, ou du développement, en fait, à un moment, il est inutile dans une crise. Donc, ça redémarre. Même si ce n'est pas la mission d'avant, il y a une mission qui est demandée à ce type de spécialistes. Voilà. Donc eux l'ont compris un peu plus tard. Certains l'ont pris en pleine face. Les CGP ont compris assez vite qu'en suivant leurs clients pendant cette crise, ils allaient se faire du bien. Leurs clients allaient apprécier ça. Et ce qu'ils ont anticipé, c'est que la terre entière le saurait. En fait, la vraie question, elle est là. Ils se sont fait du bien et ça va bien se passer avec leurs clients et ils ont amélioré leur image et en plus, ils ont réussi à faire, mais ils en sont conscients, donc ils se projettent. Le deuxième élément dont ils sont conscients, la question c'est de savoir s'il est vrai, absolument vrai, qui est mais la terre entière va bien le découvrir, on va avoir de plus en plus de clients. Et ça, pour contre, ce sera vrai s'ils trouvent un moyen de communiquer. Voilà. Et c'est là que notre rôle d'association est important. C'est à nous de relayer leur image et de relayer que pendant la crise, ils ont été bons. Tout comme nos conseils en finance d'entreprise, dès qu'il y a eu moyen de pouvoir venir aider les boîtes. Pour finir, j'ai 2 questions à vous poser à tous les 3. Une première toute simple, vous venez de dire, David, finalement, nos membres sont assez optimistes, ils ont très vite été à retrouver un optimisme solide. Est-ce que vous partagez, vous, cet optimisme? Est-ce que vous pensez que ça y est, on en sort de tout ça? Je pense que David l'a dit, de par mes échanges, moi je dirais on a gardé un courant d'affaires.
On avait peut-être peur d'un chiffre d'affaires moindre, et au contraire, ça s'est maintenu. Il y a eu des effets positifs à cette crise, c'est le fait qu'on était déjà dans une démarche de dématérialisation, de création de sites internet et autres. Tout ceci s'est développé. Et en ce qui me concerne, moi j'ai pu développer davantage mon activité sur le net, création d'un site internet, plateforme scpi.com, publicité. C'est pas bien. Et j'ai développé mes affaires, ça démarre. Je suis optimiste. Je suis assez optimiste. Je me dis, on est dans un moteur qui ronronne, qui n'accélère pas aujourd'hui, mais je sens qu'une reprise va venir. Et pour les confrères avec lesquels je parle, ils sont plutôt, pour certains, ne sont plus dans l'attente, mais déjà dans la reprise à proprement parler. Donc non, il y a un certain optimisme. Oui. Jean-Jacques ? Oui. Vous partagez ? Oui. Ouais. Je partage. D'une part, je dirais, on s'aperçoit qu'on est sur une reprise économique globale bien plus rapide que ce qu'on avait imaginé. Et puis, je vous ai donné tout à l'heure un indicateur qui était le marché de l'immobilier. Je vais vous en donner un autre, qui est celui du marché de l'emploi. Ouais. Essayez de recruter aujourd'hui. C'est extrêmement difficile. Les cabinets de recrutement vous disent on n'a personne. Et je parle sur tous les secteurs d'activité. Et voilà, vous cherchez des gens dans le marketing, vous n'arrivez pas à en trouver. Vous cherchez des gens dans le SG, vous n'arrivez pas à en trouver. Vous cherchez des gens sur la comptabilité, vous n'arrivez pas à en trouver. Donc, je veux dire, si ça, c'est pas un signe fort, voilà. Donc oui, il y a de quoi être positif. Oui, non, je suis positif. Je suis même très étonné de cette espèce de éteint, rallumé. Enfin, voilà, ça me perturbe un peu parce que quand même, après ce qu'on a vécu, je suis quand même un petit peu dubitatif. Est-ce que on va pas à un moment rééteindre ? Parce que ce qui a éteint, c'est pas notre décision d'acteurs de l'économie, c'est des gens qui sont au pouvoir devant une crise, on dit switch off. Voilà. Et donc là, je pense que les acteurs qui constituent l'économie, les acteurs privés principalement, sont repartis. Voilà. Tout le monde a redémarré, on a dit vous pouvez y aller, c'est parti. Question derrière, est-ce que à un moment ou à un autre, un variant ou une nouvelle épidémie, parce que maintenant qu'on l'a fait pour le Covid, on va pouvoir ne pas le faire pour autre chose ? On va pas nous faire clac. Le même coup, on recoupe. Donc, mais comme je pense que on a l'air d'être plutôt pas trop mal parti. Non, parce que je suis optimiste. Mais je pense qu'on a tous appris dans cette génération-là qu'on va quand même jeter un œil devant si on voit pas un truc comme ça redémarrer un moment, parce que le coup de se faire sécher, lancer, couper, de voir s'arrêter, ça c'est mortel. On a eu de la chance de pas avoir plus de casse. Et on ne pourra pas remettre au pot, le gouvernement ne pourra pas remettre au pot la même chose une deuxième fois avant d'avoir trouvé moyen de se faire rembourser une partie de ce qu'il a donné. Donc voilà. Et pour finir, ma dernière question, un peu clin d'œil, avec un clin d'œil notamment à Houellebecq, on a beaucoup parlé à un moment donné du monde de demain. Après la crise, le monde aura changé, sera plus pareil, etc. Et donc ma question c'est, est-ce que vous avez le sentiment effectivement qu'on est en ce moment en train de changer, d'évoluer grandement, un nouveau monde, ou au contraire, alors justement, comme le disait Houellebecq, on reste dans le monde d'hier, mais un peu pire, selon sa formule. Vous savez, nos parents disaient pareil. Nos grands-parents disaient pareil. Quand vous êtes d'une génération, vous critiquez toujours, vous avez toujours peur de la génération qui arrive, des changements. Parce que je pense que quand il y a des changements, il y a des abandons, et il y a des choix à faire, on a toujours peur de ça. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance dans notre jeunesse. Je pense que, justement, la crise que nous venons de vivre a montré globalement notre capacité d'adaptation et d'évolution, parce qu'on nous avait annoncé des choses beaucoup bien pires que ça. Non, je crois qu'on a beaucoup on est dans un monde de changement. Je pense que les crises sont des accélérateurs de transition. Ça, c'est évident. Donc on va aller un petit peu plus vite. Mais est-ce que cette transition nous annonce des dangers de demain ? Je ne suis pas sûr. Vous savez, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être conscient de ce qu'on est et de ce dont on a besoin pour savoir prendre le bon tournant. Des changements, il y en a tout le temps, il y en a toujours eu. Et globalement, ça a toujours été positif. Voilà, il faut juste
qu'on soit conscient qu'il y a des choses à changer et à transformer. Et je pense qu'il y a une sensibilisation. On a parlé sur le plan climatique, voilà, sur le plan numérique, maintenant sur le plan sanitaire. Mais tout ça, finalement, est-ce que c'est pas la même et seule transition? Donc oui, restons positifs. Nelson, alors, ce monde de demain. On ne peut pas avoir une réponse positive et puis négative, c'est-à-dire oui, optimiste, empire, le monde qui nous attend. Non, c'est un monde qui nous a montré qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir réagir, mais non, le monde continue et soyons positifs. Je pense qu'il y a de très belles choses qui nous attendent. La fin pour le président. Oui, moi ma réponse elle est très simple, c'est pas forcément ni positif ni négatif, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est très clair qu'il va changer. Et la vraie question que je me pose, c'est ma capacité d'adaptation à moi. Et je veux dire, je pense que c'est celle que chacun va devoir se poser. Dans tout monde qui évolue, et oui, suite à les crises à ce qu'on vit, ça va aller plus vite que ça n'a changé. Ça, c'est très probable. Dans des périodes du passé où pendant 30, 40, 100 ans, on avait quelque chose de finalement assez stable et donc assez confortable. Là, il est clair qu'on va avoir des changements. Ceci dit, une fois qu'on aura fait les changements, il va falloir un moment que ce soit stable. Parce que sinon, le changement tout le temps, là, ça casse. Hein. C'est en faisant vibrer quelque chose que vous fracassez tout ce que vous voulez. Hein. Donc là, je suis absolument convaincu qu'on va avoir des changements assez sensibles, en tout cas en Europe. Je ne suis pas forcément sûr que ce soit partout vrai. Et la vraie question, c'est notre capacité d'adaptation à chacun d'entre nous. C'est la seule question que je me pose, en fait. C'est est-ce que moi, je serai adaptable tant pour mon entreprise, tant pour notre association, tant pour moi, à titre perso, quand on m'explique que j'ai plus le droit de faire cramer quelque chose dans mon jardin, alors que ça me paraissait naturel et que j'ai plus le droit de mettre tel truc pour abattre cette plante qui m'enquiquinait, ou que ma voiture, c'est un truc de pestiféré, alors que de l'autre côté, on met des publicités pour dire « s'il vous plaît, achetez-en une ». Bon, voilà. Il y a des moments où j'ai dit « tiens, il va falloir que je trouve un peu mon chemin là-dedans ». Voilà, c'est plus ça. Mais on n'a pas de raison d'avoir spécialement peur. Donc, optimiste et même pas peur. C'est à peu près ça. Optimiste et même pas peur. De toute façon, vu ce qu'on vient de vivre, on est encore là et les entreprises. Enfin, c'est tous les commentaires qu'on a fait. Les entreprises sont encore là. Finalement. Voilà, il y a des métiers où ce sera plus difficile. Et là, effectivement, on se pose la question de l'évolution. Si je représentais les restaurateurs, il y en a qui vont rester sur le carreau, ils ont des problèmes de personnel. Voilà, donc une crise, c'est pas la même réalité pour tout le monde. Voilà. Donc le sujet, pour moi, c'est comment on arrive à s'adapter, chacun d'entre nous, en tant qu'humain, en tant que personne individuelle et en tant qu'entreprise. Et ce sera, quand on n'a pas 99 ans, on se doit d'évoluer, parce que de toute façon, on n'y peut rien. Hein. Il y aura les années derrière à gérer, et il faut y aller. David, Nelson, Jean-Jacques, merci à tous les trois pour ces échanges. Quant à vous, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous donne rendez-vous à très vite pour des prochaines émissions, les rendez-vous de l'Anacofi. À très bientôt.